Bonjour, merci de nous retrouver pour une Voix libre spéciale aujourd'hui depuis Bruxelles, enregistrée depuis le Comité des régions d'Europe. Le thème, c'est très simple. Pourquoi doit-on aimer l'Europe? Pourquoi l'europhilie? 3 personnes pour en parler avec les retombées sur le territoire. En l'occurrence, tout d'abord Jacques Blanc. Bonjour Jacques Blanc. Bonjour. Vous avez été pendant 18 ans le président de région et vous avez été le premier président de cette maison qui nous accueille, le Comité des régions d'Europe. Exactement. En 94. En 94, c'était l'installation de ce comité qui a vocation de rapprocher l'ensemble des populations avec les institutions européennes et porter le message de proximité de l'Europe. Et je crois qu'on en a bien besoin. Franck Proust, premier adjoint de la ville de Nîmes et député européen au groupe populaire européen. Vous êtes un député plutôt actif sur différents dossiers notamment économie, transport, on en parlera tout à l'heure. Et Virginie Rouzière, vous êtes la Benjamine des parlementaires européens de notre région. J'ai envie de commencer avec vous. Vous appartenez au groupe socialiste, même si vous êtes du Parti radical de gauche. Votre vocation politique, elle est née avec l'Europe. Vous avez été haut fonctionnaire ici à la Commission. Vraiment, c'est votre engagement? L'Europe, l'Europe, l'Europe? La vocation européenne, pour moi, elle est née bien avant. Elle est née au moment du lycée. J'étais au lycée Jean Monnet à Montpellier. Et c'était le moment du débat sur Maastricht. Et c'est une première prise de conscience politique de l'importance de l'Europe. Un engagement européen qui s'est retrouvé dans mon engagement au Parti radical de gauche, qui est un parti fédéraliste. Au Parlement européen en tant qu'administratrice, donc fonctionnaire, et puis aujourd'hui en tant qu'élue, pour essayer de faire bouger les choses et construire une grande et une belle Europe. Franck Proust, on a l'impression que de dire aujourd'hui je suis europhile, j'aime l'Europe, c'est parfois mal perçu par les gens, ou incompris. Oui, je crois que c'est un faux débat d'ailleurs. Il y a une chose dont on est sûr, c'est-à-dire qu'avec l'Europe, on n'est pas sûr de réussir, mais sans Europe, on est sûr d'échouer. La question, elle n'est pas là, c'est de savoir avec quelle Europe. Et c'est parce que, d'ailleurs, je l'avais dit pendant la campagne, parce que je suis profondément européen, que je ne veux plus de cette Europe-là. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Europe est une condition, et en tout cas un organisme nécessaire, doit jouer son rôle de levier de croissance, et en tout cas doit être des responsables, un facteur clé pour l'innovation, la recherche, et faire en sorte que nos régions retrouvent de la compétitivité sur la scène internationale. Jacques Blanc, vous comprenez pourquoi ce désamour de plus en plus grand, notamment dans l'Europe du Sud, pour l'Europe? C'est beaucoup moins vrai pour l'Europe, par exemple, comme la Pologne, etc., etc. L'Europe plus continentale. Mais je crois que nous avons une responsabilité, les élus politiques, parce que très souvent, et j'ai pu l'expérimenter quand j'étais secrétaire d'État à l'agriculture, peut-être que je suis tombé dans le piège, quand on revient de Bruxelles, on dit, ben voilà ce que j'ai obtenu, et puis si on n'a pas obtenu une mesure, on dit c'est la faute à l'Europe. Et donc, il n'y a pas cette volonté permanente de rendre à l'Europe ce qu'on lui doit. Et donc, on lui fait supporter, au contraire, la responsabilité. Tout à l'heure, on avait un débat au Comité des régions sur le besoin d'investir des collectivités locales pour générer de l'emploi. Si on a des difficultés dans notre agriculture, ce n'est pas à cause de l'Europe, c'est l'Europe au contraire qui nous permet de les surmonter. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'Europe. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'une meilleure compréhension et de rapprocher donc, les citoyens des instances européennes. Et c'est là où ce comité des régions, qui est nouveau, qui a été installé par le traité de Maastricht, que j'ai eu l'honneur d'installer, on n'était pas dans des locaux aussi importants, puisqu'on était dans des petits bureaux, on était 4 au début. Et aujourd'hui, on a l'ambition de créer ce lien permanent. Justement, on va parler de ça. Tout le monde aime l'Europe ici, mais Virginie Rouzière, est-ce que vous défendez la même Europe que, par exemple, le député Franck Proust? Est-ce qu'il y a vraiment des différences sur la manière de penser la politique publique européenne? L'Europe qui a été construite par les pères fondateurs, dont Jean Monnet, s'est concentrée sur l'aspect économique. C'était une bonne chose, mais aujourd'hui, il faut que l'Europe retrouve ses racines, retrouve son sens. C'est ce qui la caractérise. L'Europe, c'est avant tout un berceau de civilisation, un espace qui doit rester un espace qui affirme ses valeurs et une certaine conception de l'humanité et de l'humanisme. Et donc, l'Europe aujourd'hui ne peut pas se limiter au champ économique. Alors j'aurais tendance à rejoindre M. Blanc quand il dit qu'il n'y a pas assez d'Europe. Ma conviction, c'est que maintenant l'Europe doit se préoccuper des autres champs de la construction européenne. Construire une Europe sociale, une Europe équitable, assurer une harmonisation en matière fiscale, pour éviter justement des distorsions de concurrence qui viennent du fait que l'Europe ne s'occupe aujourd'hui que de l'espace économique. Et en même temps, si on ne résout pas le chômage, la crise économique, est-ce qu'on fait rêver? C'est votre collègue belge, M. Taradella, qui disait ça à la télévision. Aujourd'hui, le projet européen est en panne parce qu'il n'y a pas de résultat. Et Franck Proust, vous allez réagir. Allez-y, Virginie Rouzière. Il n'y a pas de résultat, je pense. Il n'y a pas de résultat parce qu'aujourd'hui, les politiques qui sont menées, qui sont des politiques
austéritaires. On voit les résultats dramatiques que ces politiques ont eus en Grèce, en Espagne. Quand vous avez une population d'un pays européen qui a 25% de chômage, 50% de sa jeunesse au chômage, à ce moment-là, l'Europe ne dessine pas de perspective, n'offre pas d'avenir, n'offre pas de projet. Mais c'est bien pour cela que l'Europe, aujourd'hui, doit investir résolument dans son développement économique. Elle l'a fait par le passé et elle doit à nouveau le faire, dans la recherche et l'innovation, certes, dans les infrastructures, dans la transition écologique. Ce sont là des défis qui ne peuvent se traiter qu'au niveau européen. Mais elle doit aussi réaffirmer que l'activité économique ne peut pas se faire à n'importe quel prix, que le bien-être des peuples est important, que l'accès à l'emploi est quelque chose d'important, que les valeurs, les droits fondamentaux sont importants et que notre modèle social et notre modèle, on va dire, des idées européennes, nous devons le défendre. D'accord, Franck Proust, sur les grands principes, mais le chemin n'est pas le même? Oui, enfin bon, moi, comme je dis, l'Europe doit être un levier de croissance. Alors l'Europe, pour moi, a péché par naïveté, voire par prétention. Elle n'a pas suffisamment protégé nos pays. On le voit actuellement si les accords, notamment de libre-échange, le TTIP avec les États-Unis ou l'accord du Canada qui vient de se concrétiser, fait de la polémique, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, nos PME, n'ont pas l'impression d'être suffisamment protégées. Et donc aujourd'hui, il faut véritablement que l'Europe se recentre sur ses domaines de compétences, la politique énergétique, la politique industrielle, l'innovation, la recherche, et arrête aussi de s'occuper de domaines sur lesquels les États, moi je suis très attaché au principe de subsidiarité, sur les domaines où les États sont suffisamment performants et compétents pour avoir des résultats similaires à ce que pourrait obtenir l'Europe. Je pense notamment à la défense de nos traditions, du domaine culturel, à la famille. Je veux dire, l'Europe ne peut pas s'occuper de tout. Elle doit aujourd'hui, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent les pays, alors ce n'est pas du tout un problème de gestion de crise. Encore une fois, comme disait Jacques Blanc, on met sur le dos de l'Europe des faux problèmes. Ce n'est pas l'Europe qui, par exemple, en France, a mis la semaine à 35 heures ou la retraite à 60 ans. Et ce n'est pas l'Europe non plus qui a fait que la France, par exemple, a un déficit aujourd'hui structurel de plus de 3%, ce qui l'empêche d'être crédible au niveau de la règle d'or. Mais aujourd'hui, l'Europe doit d'abord définir des priorités, on l'a vu notamment sur la dernière mandature sur la politique industrielle, parce que là où je rejoins Virginie Rosière, c'est que l'Europe des services, telle que nos prédécesseurs l'ont pensé, c'est terminé. Les gens se sont rendus compte que si on allait consommer systématiquement ce qui était produit ailleurs, on ne s'en sortirait pas, on n'allait pas créer de la richesse et de l'emploi. Donc aujourd'hui, il faut se recentrer sur des piliers industriels. L'Europe a des savoir-faire dans 4-5 domaines et investir massivement sur l'innovation, sur la recherche, et que l'Europe doit être en cohérence aussi avec les politiques nationales, voire les politiques régionales. Chaque fois qu'il y a un problème, on dit c'est l'Europe, mais on ne parle pas des effets positifs de l'Europe. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais regardez, on parle de la Grèce, du Portugal ou de l'Espagne. Ce n'est pas l'Europe qui a généré ces situations. Alors je ne dis pas que c'est parfait tout ce qui a été fait, mais ils sont en train quand même de s'en sortir un peu. Enfin, c'est encore très douloureux. 50% de chômage des jeunes, il serait temps que le chômage arrête d'augmenter. C'est très douloureux, mais ce chômage, ce n'est pas l'Europe qui l'a généré. Et s'il n'y avait pas eu une solidarité européenne, on ne sait pas où en serait aujourd'hui, pas plus la Grèce que le Portugal ou l'Espagne. Virginie Rosière n'est pas d'accord avec vous, justement. On ne peut pas dire que c'est l'Europe, mais ce sont les choix faits par les dirigeants des États membres, de l'ensemble des 28 États membres, c'est vrai, mais qui réunis dans le cadre du Conseil des chefs d'État de l'Union européenne. Et ce sont des choix qui ont ensuite été portés, non pas par le Parlement européen, qui n'a pas été consulté en la matière, ce qui est un véritable déficit démocratique. Et le manque de démocratie en Europe est un réel problème. Un manque améliorer les choses. Grandement, et c'est très heureux. Mais il faut aller plus loin. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Et c'est pour ça que j'aime l'Europe, mais je veux plus d'Europe. Je veux plus de pouvoir au Parlement européen. Je voudrais que l'Europe se dote d'un véritable contrôle démocratique sur les politiques économiques qui sont conduites en particulier dans la zone euro. On parle de la Grèce, de l'Espagne, mais la Troïka, du Portugal, la Troïka, c'est-à-dire cette émanation de la Banque Centrale Européenne, du Fonds Monétaire International et de la Commission Européenne, n'a absolument pas été contrôlée par le Parlement Européen et elle a appliqué des politiques qui ont plongé la Grèce et l'Espagne dans des crises encore plus profondes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même le FMI, même la Banque Centrale Européenne considère que les évaluations qui avaient été faites ont été erronées et que les solutions qui ont été appliquées sont mauvaises. Sauf qu'il semblerait aujourd'hui qu'en Espagne et au Portugal, ils remontent vraiment la pente. Par contre, c'est vrai que la Grèce... 30-50% de chômage, le chômage arrête d'augmenter, heureusement, au bout d'un certain temps. Et le chômage en Espagne est en train un peu de se résorber. Je ne dis pas que c'est parfait. Je ne dis pas que c'est parfait. Mais en l'état actuel des choses,
personne ne peut dire cette situation, elle a été la faute, peut-être que l'Europe a été insuffisante dans les mesures d'accompagnement, mais c'est pas l'Europe qui a généré ça n'est pas l'Europe en elle-même. cette situation. On va faire parler Franck Proust. Voilà. Est-ce qu'il faut plus d'outils de pilotage européen, notamment en matière économique? Oui. D'Europe fédérale, pour parler comme Madame Rosier. Alors moi, je suis contre une Europe fédérale, tout simplement. On n'est pas aussi aux États-Unis. Entre les 28 États membres, on a une culture différente, un passé, une histoire. Il faut aller vers une mutualisation. Je vais prendre un exemple. On parlait de politique industrielle. À quoi bon travailler sur une politique industrielle? À quoi bon que l'Europe s'occupe, par exemple, du calibrage des pommes ou des tomates, si on n'est pas capable d'avoir une politique énergétique commune? C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, les Allemands vont négocier avec les Russes le prix du gaz, les Français vont au Qatar négocier le baril de pétrole. Est-ce qu'on ne serait pas plus efficace si on gérait tout ça à 28? Mais c'est vrai sur l'immigration, c'est vrai sur une politique de défense peut-être européenne. Il faut aller vers une mutualisation. Le fédéralisme aujourd'hui, tel qu'on peut l'imaginer aux États-Unis, n'est pas fait pour 28 pays de la communauté européenne. Parce que, encore une fois, on a une culture différente. Mais par contre, on doit être beaucoup plus efficace et le Parlement européen doit avoir, parce que c'est quand même la voix du peuple. Et on le voit très bien, il y a un changement. Il y a eu le traité de Lisbonne. Mais je pense que sur cette mandature, on va voir véritablement le changement. Et rien qu'à l'audition des commissaires, on voit je veux dire, ça se ressent, toutes couleurs politiques confondues, que le Parlement a véritablement envie de s'impliquer. Regardez sur les aéroports régionaux. Je me suis battu pendant 2 ans pour obtenir des résultats. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand la Commission prend une décision, le Parlement doit être un véritable contre-pouvoir. Parce que c'est le peuple. On doit faire l'Europe avec l'Europe des peuples et non pas une Europe technocratique. Mais ce n'est pas à la Commission de prendre des décisions, d'ailleurs. La Commission essaie de concilier les choix du Parlement et les choix du Conseil, fait des propositions, mais c'est la faiblesse du politique si on laisse la Commission décider à sa place. On va rapidement conclure ce chapitre pour passer l'Europe et la région, le fédéralisme et M. Proust qui veut intervenir aussi rapidement. Sur quelque chose qu'a dit M. Proust en disant justement qu'il est contre le fédéralisme et que l'Europe n'est pas les États-Unis. Mais justement, quand on regarde sur le plan, pour revenir justement sur la question de la Grèce, sur le plan de l'union bancaire, ce qui provoque la situation, le début de la crise, qui a plongé ensuite, qui s'est propagé à toutes les dettes, c'est en Grèce la faillite d'une banque. Si on avait une véritable union bancaire et un gouvernement économique de la zone euro, c'est l'Europe qui aurait garanti les dépôts des particuliers dans cette banque, et l'État grec et la dette grecque n'auraient pas été mises en cause. L'Europe fédérale, ceci. C'est un début de fédéralisme et c'est une véritable union bancaire. D'ailleurs, nous poussons, et le gouvernement français depuis 2 ans pousse pour la réalisation de cette union bancaire. Parce que vous voyez, au Nevada, par exemple, quand une banque fait faillite au Nevada, c'est l'État fédéral qui est garant, et ça évite ce type de crise. Allez-y, Monsieur Proust. Deux choses. Rapidement, des fonds structurels. Ça me rappelle quand même un souvenir, la présidence de Nicolas Sarkozy, quand il était président du Conseil. Quand il y a eu la crise subprime aux États-Unis, en 48 heures, le problème a été réglé, de même que la crise en Géorgie. Mais ce que je voudrais dire, moi, c'est que quand j'ai parlé de naïveté de l'Europe, regardons comment fonctionnent les États-Unis. Et moi, je dis toujours, j'insiste beaucoup sur la réciprocité. Il faut qu'en Europe, parfois, dans certains domaines, il y ait une préférence communautaire. Il faut qu'il y ait une préférence communautaire. Quand je vois la réaction, par exemple, des Américains vis-à-vis de Boeing, quand M. Obama intervient directement quand, par exemple, Airbus gagne des appels d'offres, quand je vois, par exemple, la position des Belges ici, où nous nous trouvons, qui commandent encore des avions pour leur défense nationale aux Américains, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand je vois la Lufthansa, j'étais à Airbus cette semaine, qui a peiné à commander des avions Airbus. Je veux dire, ce que font les autres, on doit être capable de le faire. Il faut qu'il y ait aussi une identité communautaire, une préférence communautaire. Je vais me permettre un conseil. Très rapidement, il faut qu'on parle après du territoire régional. Il ne faut pas qu'on se batte sur les mots. Ils disent la même chose, monsieur Proust et Madame Rosier. Pas fédéral, en réalité. Chacun, je crois, est d'accord pour dire qu'il faut une Europe qui respecte la subsidiarité, mais qui ait plus d'Europe pour imposer un certain nombre de choix. Vous avez évoqué bancaire. On parle de l'Europe préférence. Sociale de Mme Rosier, vous en pensez quoi, vous qui êtes mais l'Europe sociale, l'Europe sociale, elle existe. En réalité, le Fonds social européen, c'est une action sociale. Moi, j'ai présenté au Comité des régions un rapport sur sport, handicap, loisirs, c'est pour les personnes handicapées, c'est bien une dimension sociale, qu'il faille la conforter et que peut-être l'Europe mette plus en avant ses actions, oui, mais de grâce, ne nous laissons pas enfermer dans des, je considère, des faux débats, fédéral ou non fédéral. Que l'Europe fasse plus, qu'il y ait une harmonisation plus importante, oui, on le veut tous, par des voies
qui sont Parce parfois que j'ai entendu de la part par de des voix Monsieur qui sont Proust. parfois différentes, et qui est une espérance. Parce que ce pays a besoin de retrouver l'espérance européenne. Virginie Rosière, vous êtes une jeune parlementaire, vous êtes arrivée cet été. Est-ce que pour la région, l'Europe, ça peut être un vecteur important de développement en termes de politique publique, d'infrastructure? On va parler Jacques Blanc et Franck Proust, qui ont plus de métiers, si j'ose dire, et d'expérience par le passé. En Languedoc-Roussillon, tout le monde connaît le rôle de l'Europe, des fonds structurels dont a parlé M. Blanc, les négociations menées par Christian Bourquin, qui malheureusement nous a quittés très récemment, ont été quand même remarquables, puisque d'ailleurs, il convient de saluer son action à cet égard, vraiment. C'est 1 milliard d'euros pour le Languedoc-Roussillon qui ont été négociés. Donc ce sont la promesse d'investissement dans l'innovation, dans la recherche, dans les infrastructures, sur les aspects d'insertion, sur les aspects sociaux également. Donc ça, c'est le travail régulier, on va dire, d'une région, avec l'appui, bien sûr, de tous les acteurs qui représentent la région, dont les députés, mais surtout On va parler de région. Franck Proust. C'est bien sûr un atout très grand pour le Languedoc-Roussillon. Mais c'est pas la seule manière dont l'Europe peut intervenir. Je voudrais parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur et aller encore une fois dans le sens d'une plus grande intégration européenne et du fait que l'Europe doit s'impliquer et doit porter des mesures et que le niveau européen est très souvent la bonne échelle pour porter ces mesures. Je veux parler de la reconnaissance ça peut paraître paradoxal, des productions locales. J'ai travaillé, avant d'être députée européenne, j'ai même conduit pour le compte de Sylvia Pinel, lorsqu'elle était ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, un projet pour la reconnaissance des indications géographiques pour les produits manufacturés, les produits non alimentaires, qui pourra très bien s'appliquer pas très loin de notre région, au Coteau de l'Aïol, également au Vas d'Anduze, plus ou le Grenat catalan. Et cette reconnaissance des indications géographiques, elle existe aujourd'hui en France. C'est une formidable réalisation, mais ça veut dire qu'elle n'a de valeur qu'en France. Si on veut que ce soit reconnu au niveau européen et puis que ce soit porté ensuite dans les échanges internationaux, il faudra que l'Europe se saisisse de cette proposition et en fasse quelque chose. Et bien sûr, ce sera un des combats de mon mandat. Allez, on va vous écouter, Franck Proust, ils sont très bavards. Oui, non, juste deux mots. Il y a eu une étape importante, mais Virginie Rosière s'en apercevra, là, au moment de la construction du budget, c'est d'avoir classé le Languedoc-Roussillon en région de transition, ce qui a permis d'augmenter la manne financière. On est passé de 800 millions, non pas 1 million, mais 1,3 million, 1,3 milliard. Pour Midi-Pyrénées, c'est 1,9 milliard. Ça veut dire que c'est une manne considérable quand on sait que 1 euro généré par l'Europe engendre généralement 4 euros derrière. Et ce qui est important, c'est que, je disais tout à l'heure, c'est normalement entre le FEDER et le FSE principalement, sur des équipements structurants. Basé sur le développement des entreprises, sur les énergies renouvelables, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, sur des domaines sur lesquels notre région devrait être plus attractive et plus compétitive. Et je vois même ce qui est intéressant. Regardez quand le gouvernement a décidé de retirer de la programmation le tronçon entre Montpellier et Perpignan. Le fait que l'Europe ait défini des corridors ferroviaires européens prioritaires. Aujourd'hui, le secrétaire d'État vient revenir avec les présidents des différentes agglomérations franco-espagnoles. Ils étaient à Gérone la semaine dernière pour essayer de reprogrammer. Mais pourquoi on reprogramme? Tout simplement parce que l'Europe vient financer ces corridors à hauteur de 60%. Donc on voit très bien que l'Europe peut insuffler une nouvelle dynamique. Et quand le gouvernement a programmé Bordeaux-Toulouse, il faudra qu'on s'occupe, avec Mme Rosière, du dernier tronçon pour que Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, qui vont constituer vraisemblablement la nouvelle région, il y ait le tronçon entre tous les Narbonne. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que ça doit constituer la nouvelle région. On va rester sur l'Europe. Malheureusement, c'est pas moi qui ai pris la décision politique. Autonome. Non, mais moi aussi. Mais j'aime bien me battre sur des combats qui sont gagnables. Mais bon, j'aurais préféré une grande région de l'arc méditerranéen. Mais tout ça pour dire que les fonds en région sont des fonds primordiaux pour nos entreprises, pour les collectivités locales, pour amener des équipements structurants. Jacques Blanc, est-ce qu'on pourrait avoir plus de fonds? Souvent, on nous dit les Espagnols, ils savent aller chercher la subvention, ils ont la technique ou pas? Ou est-ce que c'est je crois quand même. Alors, je m'associe à l'hommage à Bourquin, mais surtout parce qu'il s'est battu et on devait faire quelque chose ensemble pour défendre le Languedoc-Roussillon qui doit rester une région autonome. Mais on oublie de dire que justement, ces crédits qui ont augmenté, c'est parce qu'au niveau de l'Europe, le commissaire Hans en particulier, le comité des régions et le Parlement européen, tout le monde s'est mis d'accord pour qu'on crée les régions en transition, c'est-à-dire des régions à 75% du PIB et avec malheureusement un taux de chômage important. Et ce classement
a valu et vaut au Languedoc-Roussillon une majoration de crédit tout à fait importante. Il nous appartient maintenant. C'est la région d'ailleurs qui va aller gérer, qui va gérer ces fonds. J'espère qu'elle dira que ça vient de l'Europe. Souvent, ils ne sont pas employés à 100%. Ils Hein. souhaitent aussi. Jacques Blanc, pourquoi des fois, ils ne sont pas employés à 100%? Mais ils sont... Parce qu'il y a des complications. Et là, on dit, c'est la faute à l'Europe. est Eh très- bien, ce très n'est pas efficace. vrai. Moi, je vais vous dire, le plus souvent, c'est nous, au niveau français, et ce n'est pas nouveau, hein, qui mettons des mécanismes tels que ça ralentit les décisions, ça multiplie les contrôles, et vraiment, aussi, on ne les consomme pas. Ce n'est pas la faute à l'Europe. D'ailleurs, on les consomme maintenant. Oui, voilà. On c'est en ce qui est- consomme, puisqu'on madame, a on deux est- ans, on est- on est à- on est bon. Roussillon on a est une des régions les T+2 plus, pour les les plus consommer. efficaces. Je peux vous dire, les par plus exemple, efficaces les pour le programmes consommé. leaders qui intéressent les zones rurales, comme la Lozère, eh bien, les programmes leaders, on est même embêté parce qu'on a terminé les affectations avant que il va y avoir un petit creux. les fédérés Donc on les FSE consomme. et consomment. Donc on les consomme. Mais c'est vrai que pour les grandes infrastructures, en dehors même de ces fonds qui passent par la région, les fonds directs et ce que disait notre ami sur un plan du TGV, du TGV, hein. Les accords Il y a de Corfou. les accords de Corfou. J'ai fait mettre la nuit, j'ai fait changer le texte qui parlait de Perpignan-Barcelone pour qu'on mette Montpellier, Nîmes-Montpellier, qui était à part d'ailleurs, et Montpellier-Perpignan. Et Mais 25 ans après, il n'est pas arrivé à Perpignan. 25 ans après, c'est là où, mais ça, c'est pas forcément la faute à l'Europe. Ah ben non. Non, non, il faut Sur le quand cas même dire les précis, choses. l'Europe y est pour Par rien, contre, au ça contraire. sera peut-être grâce à Au contraire. l'Europe qu'on va réaccélérer ce qui est, à mon avis, un atout très important pour la vie. Paris-Madrid. Et alors, dernier mot, c'est que cette région Languedoc-Roussillon, elle est euro-méditerranéenne. Ce n'est pas parce que nous avions organisé les Jeux méditerranéens, mais c'est parce qu'elle a une vocation naturelle à être dans la Méditerranée. Et la France a besoin de garder 2 régions méditerranéennes en métropole. C'est PACA d'un côté, c'est le Languedoc. Je n'oublie pas Jacques la Blanc. Corse, mais qui a sa vocation particulière. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais que nos 2 parlementaires nous parlent de leur travail ici. Sur quoi vous travaillez actuellement, Franck Proust. Après, Virginie Rosière nous dira également les implications qui sont les siennes. Je suis titulaire en commission commerce international, donc aujourd'hui ma priorité c'est de défendre justement les intérêts européens, donc nos entreprises, notamment dans les accords de libre-échange avec le TTIP avec les États-Unis qui est quand même le sujet d'actualité, mais il y en a d'autres, hein, c'est avec le Vietnam, le Canada, un certain nombre de pays, pour faire en sorte que dans la mesure où l'offre en Europe est en train de stagner, nos entreprises peuvent se développer à condition de prendre des parts de marché à l'extérieur. Donc ces accords de libre-échange, lorsqu'ils sont bien négociés, avec des accords de réciprocité, peuvent permettre à nos entreprises d'avoir des parts de marché, d'avoir des possibilités de croissance vers l'étranger, et c'est très important. Mon autre domaine de priorité, c'est la commission transport, où là, notamment, je vais quand même surveiller les problématiques ferroviaires, et d'ailleurs on a un déjeuner demain avec Guillaume Pépi ici à Bruxelles, et puis les domaines liés à l'aéronautique et à l'espace qui sont dans le domaine de notre euro-circonscription, parce que je rappelle que nous avons Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine, des fleurons de l'industrie européenne que l'on doit défendre, notamment dans le cadre de l'actualité avec nos amis et partenaires américains. Madame la députée, vos priorités actuelles? Les grands chantiers sur lesquels je m'investis, ce sont, outre la mise en place d'indications géographiques, comme je l'ai évoqué pour les produits manufacturés, la construction du marché unique numérique, qui est un des grands défis de cette mandature, avec en tête tout de même que le marché unique du numérique ne doit pas être pensé uniquement pour les grands groupes multinationaux, mais aussi permettre le développement des petites et moyennes entreprises de nos territoires par l'accès à ces moyens de communication et donc, on l'espère, à des marchés encore plus étendus. Ma conviction aussi est que ce marché intérieur doit se faire en respectant et en affirmant un certain modèle européen, à savoir une certaine conception de la culture, de la rémunération de la culture. Dans le cadre des attributions de la Commission des affaires juridiques, nous avons toute la question du droit d'auteur et conjointement avec le marché unique du numérique, nous devons défendre notre modèle culturel et la juste rémunération de la culture. C'est aussi quelque chose que nous devrons défendre de manière générale pour la propriété intellectuelle dans les accords de libre-échange, puisque pour la culture, on est exclu et c'est une bonne chose, mais par contre, la propriété intellectuelle est un élément de Très compétitivité rapidement, ici essentiel. on est à Bruxelles, est-ce que vous arrivez à travailler avec vos collègues du PPE, on demandera à M. Proust après, ou est-ce qu'encore les barrières françaises se retrouvent très fortement ici? Ça dépend des sujets. Quand l'intérêt de la France est en jeu, eh bien, on sait se retrouver autour d'une table. Quand vous avez un rapport au Parlement européen
dans la mesure où aucun groupe n'a la majorité absolue. Il faut aller chercher des amendements, des consensus qui nous permettent de dégager des majorités. C'est un travail intéressant. Et on ne siège pas au Parlement européen comme on pourrait siéger à l'Assemblée nationale ou dans une collectivité. C'est une autre façon de faire de la politique où on place généralement l'intérêt général par-dessus tout. Et je crois que sur un certain nombre de domaines, c'est tant mieux parce que des gens intelligents, il y en a de partout. Personne n'a la science infuse. Et ce qui compte pour nous, c'est l'intérêt de la France par-dessus tout. Jacques Blanc, conclusion. Le comité des régions est le lieu privilégié pour travailler ensemble. Et l'Europe, c'est 3 fois oui, mais suscitons le nouveau départ pour une nouvelle espérance européenne. Et le Languedoc-Roussillon doit être à la pointe. Merci beaucoup d'être venu pour répondre à ces questions et nous éclairer un petit peu sur vos sentiments d'europhilie. La semaine prochaine, rendez-vous donc à la même heure, 11h30 sur France 3 Languedoc-Roussillon. Très bonne journée. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez